Alors bonjour, je m'appelle Marie Cochard, je suis donc journaliste et auteure, éco-journaliste. Je fais beaucoup de portraits de producteurs entre autres. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire. Et mon dernier challenge, ça a été d'essayer de me passer de réfrigérateur. L'idée, elle a immergé parce que on achète en circuit court depuis maintenant 7 ans. On essaie d'être les plus locavores possibles avec ma petite famille. Et ça a fait que du coup, on n'avait pas beaucoup de produits transformés. Par contre, on se retrouvait avec des montagnes de fruits et de légumes. Et puis, on a minimisé énormément notre consommation de viande, de produits laitiers, parce qu'on sait que les ressources ne sont pas infinies. Donc, on en mange une fois par semaine. Par contre, on privilégie désormais la qualité. Toutes ces choses-là ont fait que notre contenu de réfrigérateur s'est réduit à peau de chagrin. Et à un moment donné, je me suis dit, et si on essayait de le débrancher pour voir ce que ça donne, si on peut survivre sans réfrigérateur? Ce à quoi je ne m'attendais pas trop, c'est que finalement, ça nous a ouvert sur tout un champ des possibles, sur tout un monde de conservation naturelle dont je vais vous parler. Tout de suite, on peut considérer en fait qu'aujourd'hui, le réfrigérateur, il a une place centrale dans les foyers. C'est devenu vraiment le ventre de la maison. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait un poêle très chaleureux avec un petit crépitement de bois. Aujourd'hui, on a un ronronnement de moteur et on placarde sur la porte de son réfrigérateur tous les dessins des enfants, les emplois du temps, les cartes de visite des nounous. Donc, la réflexion est partie de là aussi, c'est-à-dire que je trouvais étonnant qu'on soit passé d'un monde extrêmement chaleureux où il y avait toujours une bouilloire qui attendait les invités, à un monde finalement assez froid, assez aseptisé et évidemment où on surconsomme. L'autre cheval de bataille que j'ai, c'est vraiment le gaspillage alimentaire. Et donc, j'avais très envie de ne plus rien jeter. Or, ce qui se passe, c'est que l'arrivée du réfrigérateur coïncide avec le début du gaspillage alimentaire. Évidemment, on fait des pleins pour essayer de faire ses courses le moins souvent possible. Et le fait d'engranger beaucoup d'aliments, mais il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas toujours. Il y a beaucoup de suremballage, des choses qui restent dans les tiroirs, etc. Et donc, le constat, c'est qu'on jette un tiers de produits qui n'ont même pas été déballés. Donc, ça aussi, je voulais changer ça au sein de mon foyer. Donc, la première chose, ça a été de réorganiser la cuisine. Ça ne nous a pas pris énormément de temps. Donc, on a à la place du réfrigérateur qui a été vendu un petit garde-manger qui permet de garder tous les fruits et les légumes et de les avoir à vue. C'est sur des petites clés en bois, donc ça permet qu'ils soient bien aérés. Et le fait qu'ils ne soient pas trop en contact avec un support, ça va faire qu'ils vont se conserver bien plus longtemps dans le temps. On a aussi un petit bac à sable à un endroit de la cuisine où on garde tous nos légumes racines. Et ces légumes-là, comme les carottes, les panais poussant dans le sable, si on les conserve dans un sable propre, ils vont être beaucoup plus, ils vont pouvoir se prolonger. En fait, on peut les conserver pendant des mois comme ça. On a aussi sur le rebord de l'évier, donc je vous rassure tout de suite, ce n'est pas l'usine à gaz dans la cuisine, il n'y en a pas partout, il y a juste 3 pôles comme ça. Un petit pôle aquatique, donc près du robinet pour que ce soit plus simple d'utilisation, avec tous les légumes qui ont besoin d'eau. Il faut savoir que ce qu'on achète, ce n'est pas mort. Un poireau, il est encore vivant, une salade, des endives. Et donc, on peut les mettre sur son petit rebord d'évier et les mettre dans un tout petit fond d'eau. Et comme ça, ils vont garder leur fraîcheur et leur croquant. Donc, il faut changer l'eau régulièrement pour pas qu'elle croupisse. Mais on se sert à mesure de ses besoins et les choses continuent de pousser. C'est assez magique. Et puis, ça permet d'éviter le gaspillage parce que si j'achète une salade verte, je vais commencer par l'effeuiller en démarrant par le pourtour. Je ne vais pas la laver tout de suite en arrivant des courses. Je ne vais pas la mettre dans un linge déjà réduit en feuilles parce que là, elle va flétrir bien plus vite. Au contraire, je vais commencer à la manger en attaquant les feuilles du contour et je vais finir par le cœur parce que lui va rester bien croquant. Pareil pour mes endives. Donc ça m'évite aussi de gaspiller une partie de mon aliment. Au-delà de tout ça, quand je disais qu'on se sert aujourd'hui du réfrigérateur comme d'un placard, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qu'on met dans son frigo par automatisme, mais des aliments qui n'ont pas besoin de s'y trouver. Et au contraire, ça va casser le goût. Donc, c'est le cas de la majorité des fruits et des légumes. Les tomates, elles flétrissent, les bananes noircissent. Donc, déjà, on peut commencer par sortir quelques aliments de son réfrigérateur.
Idem pour le café. Le café, il absorbe toutes les mauvaises odeurs du réfrigérateur, donc ce n'est pas une bonne idée de le placer dans la portière. Et puis les œufs. Au Canada, vous avez les œufs au rayon frais. Ce n'est pas le cas en France. Ce que j'ai découvert, c'est que la coquille protège le contenu de votre œuf. Si vous le mettez au réfrigérateur, ça rend la coquille poreuse. Et donc, du coup, toutes les bactéries sont susceptibles de rentrer à l'intérieur de l'œuf. Donc, du moment que la température reste constante, il ne faut pas une canicule. Dans ce cas-là, il vaut mieux les mettre au frais. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Sinon, on les laisse sortis. Et s'ils restent à température constante, il n'y a aucun souci. Le fromage, je privilégie désormais des fromages vendus dans leur croûte, des vrais fromages entiers qu'on peut acheter sur le marché ou chez un fromager ou dans une petite crèmerie. Parce que dès qu'on achète un fromage réduit déjà en morceaux sous vide, il va s'abîmer bien plus vite. C'est le cas par exemple d'un gruyère râpé. Vous avez certainement fait le constat que très vite, au bout de quelques jours, il y a du vert de gris, il y a des moisissures qui apparaissent au fond de… Donc, tout ça est très intéressant pour les industriels et pour ceux qui produisent à grande échelle, puisque du coup, l'idée, c'est vraiment d'acheter, de jeter et de racheter derrière, d'où les dates limites de consommation. En n'ayant que des produits bruts comme ça chez nous, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des céréales, des oléagineux, donc riz, pois chiches, lentilles, dans des bocaux en verre, comme ça on a tout à vue, les fruits et les légumes dans le garde-manger qu'on voit aussi, ça me permet de prioriser certaines choses. Maintenant, je sais qu'il y a des légumes ou des fruits qui sont plus ou moins fragiles, donc c'est plutôt ceux que je vais manger en début de semaine, et puis je vais garder les fruits et les légumes de garde, comme les pommes, les courges, etc., pour la fin de la semaine, parce que je sais qu'ils ne vont pas s'abîmer. Au contraire, ils vont se bonifier et ils vont gagner en sucrosité et en saveur. Voilà, et donc, d'une part, je refais confiance à mes sens plutôt que de me fier à une date limite de consommation. Il y a des choses vraiment qu'on jette avant même de les ouvrir parce qu'il y a cette fameuse date dessus, ce que j'appelle la présomption de conservation. Je me fie de nouveau à mes sens, c'est-à-dire que je sens, je vois, je goûte, et si je vois que ça va s'abîmer, je les utilise le plus rapidement possible. Compote, confiture, il y a plein de techniques. Et ça m'amène donc à la partie suivante, qui est la partie découverte. C'est qu'à partir du moment où on a une petite contrainte, et se passer de réfrigérateur aujourd'hui, ça peut sembler au départ être une contrainte, ça m'a amené à tout un champ des possibles que je ne connaissais pas auparavant. C'est-à-dire que j'ai redécouvert via différentes personnes qui avaient des cultures différentes, plein de savoir-faire oubliés. Et c'est bien dommage parce que tout ça, c'est un vrai patrimoine. Donc, il y a plein de méthodes de conservation naturelle autres. Il y a le séchage, notamment, qui permet de conserver toutes les vitamines et qui parfois va même permettre d'avoir une saveur encore plus forte. C'est le cas des champignons. Il y a le fumage, donc il y a John dans l'ouvrage qui raconte qu'il fume la viande, qui peut du coup se conserver sur du très long terme comme ça. Il y a la lactofermentation qui est de nouveau en vogue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on mange, et surtout tout ce qui est préparé et déjà transformé, c'est finalement très carencé. D'abord, on ne sait pas où les produits ont été cultivés. Ensuite, ça subit X étapes de transformation. Ça a généralement, bien souvent, beaucoup voyagé. Et puis, c'est pasteurisé. Donc, on peut se poser la question de ce qui reste comme nutriments, comme vitamines, comme antioxydants là-dedans. Donc, il vaut mieux acheter, encore une fois, en circuit court ou faire de l'autocueillette ou aller sur le marché parce que les choses vraiment ont été cueillies il y a peu de temps et donc on profitera de tous les bienfaits que contiennent nos aliments. Donc, la lactofermentation, je reviens à ça. Il y a des boissons comme le kéfir, donc je donne la recette dans le livre, c'est vraiment très facile à faire. Ce que j'aime beaucoup avec le kéfir, c'est qu'il faut récupérer des grains auprès de quelqu'un. Donc, comme le fait d'acheter différemment, de consommer d'une autre manière, c'est-à-dire d'acheter à un producteur ou de faire de l'autocueillette, on remet de l'humain là-dedans. Il y a du partage, il y a de l'échange, on va se donner des recettes, etc. Donc, les grains de kéfir, il faut les récupérer auprès de quelqu'un via Facebook ou sur un site internet. Et puis, on fait sa petite boisson lacto-fermentée, on fait des cures parce que c'est extrêmement riche en probiotiques. Et ça va permettre non seulement de mieux digérer, mais aussi de booster son système immunitaire. Donc, c'est excellent là à faire avant l'hiver et pendant tout l'hiver. On peut faire des légumes lacto-fermentés. C'est extrêmement simple. C'est vraiment une saumure, donc de l'eau et du sel dans une certaine quantité. Et on recouvre en fait ces fruits ou ces légumes dans un pot maçon.
on laisse 3 semaines près d'une source de chaleur, donc près d'un poêle, près d'une plaque ou d'un four. Et au bout de 3 semaines, les bonnes bactéries vont avoir combattu les mauvaises et on va pouvoir manger ça comme des pickles. Donc, ça va avoir, pareil, de nouvelles saveurs, un petit goût un peu acidulé. Il y a des choses, des petits miracles qui peuvent se produire. Par exemple, si on fait ça avec du fenouil, on peut obtenir des petits goûts un peu d'orange, d'agrumes. Donc, voilà pour la lactofermentation. Que maintenant, c'est une telle découverte que c'est quelque chose que je pratique régulièrement, qui est vraiment excellent pour la santé. On a la conservation par le sucre, donc les confitures. Donc, j'ai fait de la confiture de kiwi, de la confiture de banane gingembre. Et puis, on a la conservation par le vinaigre, par le sel. Donc, le salage, j'ai fait ma première petite charcuterie en faisant du magret séché. Donc, pareil, encore une fois, c'est vraiment des techniques. Une fois que vous les avez essayées, vous savez comment procéder et ça prend très peu de temps en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais consacrer un quart d'heure ou une demi-heure à la préparation et puis c'est le temps qui va faire tout le reste du travail. La lactofermentation, ça prend très peu de temps de mettre des petits légumes dans la saumure et ensuite c'est le temps qui va faire que la chose va fermenter. C'est pareil pour une petite charcuterie, c'est une immersion dans du gros sel pendant 24 heures et puis ensuite on fait sécher dans un linge. Donc finalement, ce n'est pas tant de travail que ça. Et puis, tout ce temps que vous allez consacrer peut-être à aller acheter près d'un producteur, à faire de l'autocueillette, à expérimenter de nouvelles choses, pour moi, c'est du temps gagné. C'est-à-dire que ce n'est pas une perte de temps. Je trouve que notre regard a vraiment changé sur nos priorités, sur l'envie qu'on a envie de consacrer à notre alimentation. Il faut savoir que c'est la base de la vie. Et qu'autrefois, nos grands-parents, ils consacraient quasiment tout leur temps. Aujourd'hui, on pense vraiment loisir, mais ça peut redevenir un loisir et c'est vraiment un plaisir que de préparer, de voir les choses se transformer. Et quand on y arrive, on se dit, mais là, j'ai gagné quelque chose, surtout quand c'est un produit qui aurait pu partir à la poubelle parce qu'il commençait à se gâter. L'idée me revient en tête, mais la confiture de banane, c'est des bananes donc, que j'avais achetées parce que le magasin bio allait s'en débarrasser, parce qu'elles étaient très avancées dans le temps. Et donc là, on se dit, non seulement je n'ai pas gaspillé, mais en plus, j'ai découvert une saveur que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment un régal pour les enfants. La chose dont je me suis vraiment rendu compte, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une solution. En fait, on prend des autoroutes, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de manger ça ou ça au petit déjeuner, ça ou ça au repas de midi. Et à chaque fois, il y a des alternatives. Ça, vous le verrez si jamais vous lisez le livre, mais à travers les portraits, c'est fabuleux de voir que tous ont eu des enfances différentes avec des Madeleines de Proust qui les ont marquées. Et si on ne réapprend pas ces toutes petites techniques, tout ça va se perdre et on ne pourra pas les recommuniquer à nos enfants. Et donc, vraiment, ce sont des saveurs et des choses en termes de santé qui sont importantes à conserver. Voilà, donc l'idée, c'était avant tout je n'ai pas du tout envie de faire l'apologie de la vie sans frigo. Moi, j'ai voulu mener cette expérience jusqu'au bout parce que je suis journaliste, parce que je suis assez jusque-boutiste et un peu aventurière sur les bords. L'idée, c'était plutôt d'encourager, de soutenir les petits producteurs parce que si on ne les aide pas et si on n'achète pas un circuit court, incessamment sous peu, il n'y aura plus que de la production à grande échelle, ce qui se passe déjà aux États-Unis. Et puis, ils sont tellement mal payés, ils sont tellement rarement payés le prix juste qu'il faut vraiment faire l'effort d'aller au-devant d'eux pour les soutenir. Ça, c'était la première des priorités. Et puis, la deuxième priorité, c'est vraiment la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'on jette 45% de la production mondiale, ce qui est colossal. Ça veut dire que si vraiment on arrivait à répartir mieux les richesses, tout le monde pourrait manger à sa faim. Donc, mon nouveau mode de consommation m'a amené à repenser mon mode de conservation. Bien évidemment, j'oblige personne à faire pareil. Par contre, il y a une chose dont je suis certaine, c'est que peut-être que ça peut vous ouvrir à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, des astuces pour conserver les choses plus longtemps. Peut-être que vous sortirez juste quelques petits ingrédients du frigo. Peut-être que vous aurez envie d'essayer une méthode oubliée. Ou peut-être que la lecture d'un portrait vous donnera envie de vous souvenir de vos Madeleines de Proust à vous et de retenter quelques recettes pour les transmettre à vos enfants. En tout cas, derrière tout ça, il y a beaucoup de plaisir.
Il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu dois y passer un temps fou, mais tu es maman au foyer, tu n'as que ça à faire, c'est pas possible. C'est pas du tout le cas. Je suis journaliste, je fais des conférences et des ateliers. J'essaie vraiment de répandre la bonne nouvelle au maximum. Et donc je fais allègrement mes 50 heures par semaine. Par contre, quand j'ai du temps, j'ai vraiment envie que mes enfants mangent correctement. J'ai envie d'éduquer leur palais. J'ai envie de leur montrer que les aliments, on les cueille d'abord avant de les manger, que parfois, ce n'est pas nous qui les cueillons, c'est quelqu'un qui a travaillé derrière. Et puis du coup, même quand je les emmène sur le marché, ils peuvent goûter les choses. Chaque producteur propose, tiens, un petit bout de fromage, tiens, une petite crevette. Et ils mangent des choses qu'ils n'auraient pas mangées avant. Donc je trouve que tout ça est essentiel et que c'est crucial de les éduquer à se bien manger et au fait qu'il y a des gens derrière et qu'il faut qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Tout ça pour dire que je pense que je n'aurais pas mené cette expérience si je n'y avais pas trouvé mon compte, et en termes de saveur et en termes de santé. Et parce que quelque part, j'ai l'impression, moi, de participer à quelque chose, de prendre un train en marche. Parfois, un vote par son assiette a plus de bonnes conséquences et d'incidence qu'un vote dans l'urne. Je ne vous incite pas à ne pas voter. Je sais que vous êtes en pleine élection, au contraire. Mais ce n'est pas incompatible. On peut vraiment faire les deux et devenir consommateur. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné envie d'essayer des choses, peut-être de lire le livre éventuellement. Et en tout cas, peut-être d'aller voir le petit producteur à côté de chez vous ou de faire de l'autocueillette ce week-end. Voilà. Moi, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Mes amis, ma famille, mon conjoint étaient très sceptiques au début. Et puis finalement, le fait de le vivre de l'intérieur, ça change tout. J'ai demandé à mon petit garçon qui ne s'était pas rendu compte au début qu'on vivait sans frigo parce qu'il a 7 ans, donc il n'ouvre pas la porte tout seul encore. Au bout de quelques semaines ou mois, je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'on vit sans réfrigérateur? Et il m'a dit, non, je n'ai pas trop fait la différence. Ah si, on mange plus frais. Et j'ai trouvé que du haut de ses 7 ans, cette petite réflexion était quand même très maligne, parce qu'effectivement, le fait d'aller acheter sur le marché ou de cueillir soi-même, on mange plus frais. Et en tout cas, on bénéficie de beaucoup plus de choses qu'en achetant des choses très transformées qui ont beaucoup voyagé. Voilà, je crois que le temps qui m'était imparti est peut-être écoulé. Ah, j'ai encore un peu de rave. Donc, je vais réfléchir à ce que je ne vous ai peut-être pas dit. Je vais vous parler du beurre et du pain. On me demande souvent comment je fais pour conserver le beurre. Et donc, j'ai redécouvert un petit ustensile très ingénieux qu'utilisaient mes grands-parents, qui s'appelle un beurrier breton. Donc, c'est un petit ustensile en céramique, en fait, qui permet de mettre sa motte de beurre au fond. Et puis, on retourne ça juste dans l'eau avec du sel. Et le fait que le beurre soit à l'abri de l'air, il ne rancit pas, il se conserve très bien, il se tartine extrêmement facilement. Donc, c'est un petit objet qu'on peut chiner, qu'on peut acheter chez un céramiste. C'est une technique qu'utilisaient les marins, en fait, quand ils faisaient des traversées. Donc, je trouve en plus que c'est assez joli. Ils prenaient juste un verre d'eau de mer et ils mettaient leur motte de beurre à l'intérieur pour la conserver. Donc, voilà, c'est une idée pour conserver son beurre, comme quoi il y a toujours une solution. Et puis, le pain, très souvent, on ne sait pas où mettre le pain pour le conserver le mieux possible. Et il existe donc des sacs à pain. Moi, mes grands-parents utilisaient ça. Donc, on revient au sac à vrac et au panier pour essayer de produire un minimum de déchets. Et donc, le pain, sachez qu'il se conserve mieux dans du tissu. Donc, c'est très bien d'une part parce qu'une fois que vous aurez votre sac à pain, vous pourrez aller chez votre boulanger avec votre sac. Ça vous évitera de prendre un nouveau sac Kraft, de le transporter comme ça. Et en plus, il se conservera plus longtemps dans le tissu. Il faut savoir aussi que c'est intéressant de se renseigner sur la façon de fabriquer le pain, parce qu'un pain qui va avoir été fait avec un levain naturel sera plus digeste parce que là encore, il y a de la fermentation. Et en plus, il se conservera beaucoup plus longtemps qu'un pain qui va avoir été fait, élaboré avec une levure chimique. Donc là aussi, c'est bien de se renseigner sur l'achat parce que ça permet de ne pas gaspiller. Et puis éviter de l'acheter tout tranché parce que là encore, il s'abîmera beaucoup plus vite. Voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques petites clés, en tout cas peut-être quelques petites astuces. J'espère que vous conserverez quelques petites méthodes pour prolonger la vie des aliments, que vous essaierez peut-être de moins jeter. Et puis, n'hésitez pas, posez-moi des questions.
je suis à l'écoute parce que je sais qu'il y en a très souvent, et sur la question du temps, et sur la question de, je sais pas, la cuisine, comment ça se passe, comment on conserve telle ou telle chose. Il me vient aussi une question récurrente, c'est la question du lait. On limite en fait le lait d'origine animale. On opte plutôt maintenant pour des laits végétaux parce que ça se conserve mieux à température ambiante. Et puis, on avait des soucis d'allergie et des problèmes dermatologiques. Donc, voilà pour la question du lait. Mais on mange encore du fromage. D'autres questions? Donc, pour poser les questions, à noter que vous pouvez cliquer sur le petit Q et R au bas de l'écran. Donc, vous pourrez poser vos questions à Anne-Marie. Je cherche le beurrier breton en attendant. En fait, on a une question, une première question de Claire. Oui. Qui se demande comment conserver les aliments cuits. Peut-on les mettre en bocaux après cuisson? Si oui, comment et combien de temps peut-on les conserver? Alors, en fait, on peut les conserver par la stérilisation. Il faut juste laver bien ces bocaux à l'eau savonneuse avant, stériliser ces bocaux, donc les ébouillanter en fait pour qu'il n'y ait aucune bactérie dessus. Et puis ensuite, on met son plat cuit. Donc moi, je fais ça avec de la ratatouille, des soupes, et on met son bocal dans un stérilisateur. Donc c'est un appareil qui permet de monter vraiment en chaleur. Et en règle générale, c'est à 100 degrés. Je ne sais pas combien ça fait. Il faudra la traduction, petit sous-titre. Et du coup, on peut conserver comme ça très longtemps des bocaux voilà, de plats préparés, même avec de la viande, du poulet, du bœuf. Tout est possible. Donc, Émilie nous demande, les carottes doivent être dans un sable particulier? Oui, dans un sable propre. Il ne faut surtout pas prendre du sable qu'on trouve dans un bac à sable de jardin public. Donc, l'idée, c'est d'avoir un sable exempt de tout produit, de toute saleté. Donc, l'idéal, c'est d'aller en jardinerie acheter un sac de sable. D'accord. Et elle nous demande aussi comment conserver les aliments au Québec en hiver, si on ne possède pas de chambre froide, par exemple, parce qu'en hiver, il fait vraiment très froid à l'extérieur et à l'intérieur, il fait chaud. Donc, quelle serait la température idéale? Je pense qu'en fait, il faudrait avoir un bac ou un coffre qui permette de conserver à l'abri de la neige ou du gel. Après, moi, je n'ai pas expérimenté les hivers ici, mais j'imagine ce que ça peut être. Par contre, ce qui est une hérésie, c'est d'avoir quelque chose qui chauffe, un moteur qui chauffe à l'intérieur d'une pièce qu'on chauffe et d'essayer d'y refroidir des aliments. Donc, je pense qu'en les protégeant, il faudrait les mettre à l'extérieur quand même parce que du coup, la conservation, c'est plus logique d'essayer d'avoir du froid dehors que dedans. Alors, on m'a parlé ici de gens qui mettaient la viande pour la conserver dans la neige. Je pense qu'il suffit d'avoir un récipient, en fait, que ce soit à l'abri de la neige. D'accord. Et prochaine question, on nous demande, est-ce que c'est tellement plus cher de vivre sans frigo? Alors nous, en fait, on fait des économies du fait d'acheter en circuit court et au poids les choses. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas avoir de suremballage, parce qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose qui est suremballé, on paie l'emballage. Et puis, il y a les charges, évidemment, du magasin. Et puis, le fait de ne pas acheter de choses transformées aussi fait que ça pèse dans la balance. Donc, on achète, je pense, pas de produits transformés du tout, que des produits de base. Il y a aussi le fait que le fait de ne pas aller au supermarché, ça veut dire pas avoir d'optionnel. Donc, on a vraiment que des choses qui se cuisinent. Souvent, quand on remplit son réfrigérateur, on regarde ce qu'on peut faire comme repas et finalement, on ne peut pas faire grand-chose comme repas. On en fait 3. Le reste, c'est vraiment des gâteaux, des boissons. Là, nous, on a vraiment que fruits, légumes, céréales, pain, beurre, des œufs, la viande ponctuellement. Et puis, quand on n'a pas de viande fraîche, bon, la viande, du coup, moi, je la cuisine 1 heure après parce qu'il faut la laisser 1 heure à température ambiante pour qu'elle soit tendre à la cuisson. Mais le reste du temps, on a de la petite charcuterie, des choses qui se conservent à l'extérieur. Donc, du jambon sec, par exemple, qu'on peut garder dans le petit papier ciré de vente parce que ça conserve très bien. Pareil pour les fromages, il ne faut pas hésiter à garder ce petit papier qui est ciré, qui va garder à l'abri de l'air et qui va très bien conserver. Et puis pour les poissons, on en achète 1 fois par semaine vraiment, du frais.
pour le reste du temps, on mange que des petits poissons. D'abord parce qu'il n'y a pas une pénurie de petits poissons comme il peut y avoir une pénurie de thon. Et parce que les petits contiennent beaucoup moins de mercure. Donc, on va privilégier les sardines, les maquereaux, voilà, le merlu, tout ce qui est petit. Et on nous demande également comment disposez-vous des restes? Alors, les restes, ça a été la grande question puisqu'il fallait éviter le gaspillage alimentaire à tout prix. Et finalement, c'est l'une des jeunes femmes qui apparaît dans les portraits qui m'a éclairée. Elle est d'origine coréenne, elle a été adoptée, elle a connu la faim du coup, et elle a une toute autre vision de la préparation des repas du fait de ses origines asiatiques. J'ai remarqué qu'en fait, en Asie, on sert des petites quantités de plusieurs choses, ce qui fait qu'on ne se lasse pas du plat. Nous, en France, et je pense que c'est pareil au Québec, on a tendance à faire un plat et du coup, à le servir en grande quantité, à mettre des plâtrés, ce qui fait que pour les enfants comme pour nous, il y a une espèce de lassitude qui fait qu'on a toujours des restes. Mais c'est vraiment très occidental et très lié à nos pays développés qui sont en surconsommation, le fait d'avoir des restes. Donc, nous, on s'applique vraiment à cuisiner en essayant de jauger les quantités de façon à ce qu'il n'y ait pas de reste, quitte à manger un dessert plutôt au goûter, mais en tout cas, on s'applique à finir et à faire vraiment en petite quantité, à faire plusieurs petites choses et donc à ne pas en avoir. Alors, Émilie nous demande à nouveau les outils indispensables à avoir dans la cuisine. Alors, on a investi dans un garde-manger, mais ce n'était pas une obligation. C'est vraiment parce que l'objet nous plaisait et que moi, ça m'évoquait mes grands-parents. De simples petits caissettes en bois ou des petites clés auraient suffi, puisque c'est vraiment le fait qu'il y ait une aération qui fait que nos fruits et nos légumes perdurent dans le temps. Et à part ça, les bocaux en verre. Nous, on a les bocaux Le Parfait qui existent depuis la nuit des temps. Vous avez les bocaux maçons. Mais c'est vraiment là-dedans que je conserve toutes les choses que je peux faire sécher, les tomates séchées, les petits fruits séchés. Ici, je vois les canneberges ou les cranberries. Mais du coup, pour conserver, que ce soit des confitures, que ce soit des choses dans du vinaigre, dans de l'huile, des légumes lacto-fermentés, je mets tout dans des bocaux en verre. Donc, j'ai investi dans des bocaux en verre. Et prochaine question. Pourquoi les bouchons de liège pour les pommes? Alors, d'une part, parce que ça me sert de cran d'arrêt pour qu'elles ne se touchent pas. Parce qu'en fait, dès que vous mettez vos fruits et vos légumes ensemble, s'il y en a un qui a une tache, il va contaminer ses voisins. Donc, exit la corbeille à fruits, parce que le fait qu'ils se touchent tous, ça va augmenter le fait qu'ils se gâtent dans le temps. Donc, je les sépare avec ces petits crans d'arrêt et en plus, ça absorbe l'humidité, le liège. Donc, c'est très efficace avec les pommes. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a vraiment des bonnes associations et des mauvaises. Donc ça, je les résume aussi dans le livre. Il ne faut pas mettre ces pommes de terre avec ces oignons, ce que nous, on fait beaucoup en France, parce que ça fait germer les pommes de terre et ça les fait pourrir. Il ne faut pas manger les pommes de terre qui sont vertes, c'est très toxique. Donc, vraiment, je les sépare et mes pommes de terre sont dans l'obscurité parce qu'elles ne germent pas dans l'obscurité. Elles sont dans un resserre à pommes de terre. Et mes pommes et mes bananes, je les sépare des autres fruits parce que ces deux fruits-là dégagent de l'éthylène. Et du coup, l'éthylène va accélérer le pourrissement des autres fruits. Donc là encore, il y a des bonnes ententes et des mauvaises ententes. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Sur ce, je vais vous souhaiter de très joyeuses expérimentations parce que c'est vraiment source de joie que de réussir à transformer et de renouer avec des savoir-faire oubliés. Et puis peut-être une bonne lecture, sait-on jamais. Voilà, je vous dis au revoir. Ah, j'ai oublié de vous parler de mon blog où vous pourrez retrouver tout un tas de trucs et astuces et de recettes. Ça s'appelle La Cabane Anti-Gaspi. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Et puis, me texter si jamais vous avez une petite question ou une interrogation. Il ne faut pas hésiter. Voilà.